Votre bulletin Info-Témis commence ici et maintenant. Pour souligner ses 40 ans, le club de motoneige du Témiscamingue organise plusieurs activités. Le 2 février dernier, les membres étaient invités à reproduire une traditionnelle caravane. Cette année, bien, vu que ça fait 40 ans que le Club motoneige Témiscamingue existe, qui est fusionné, fait qu'on fait des activités avant le gros party du 40e. Fait cette année, on a une randonnée des patrouilleurs, qu'on rassemble du monde qui sont intéressés à venir à notre glissade des parties hot dog. On va suivre toute la gang tantôt. C'est né, ça, avec une fusion. C'est par rapport qu'il y a des clubs qui étaient trop petits, puis pour ouvrir le Témiscamingue au complet, mais ils ont décidé de se fusionner il y a 40 ans. Puis c'est là que ça a rassemblé tous les secteurs jusqu'à Belle-Terre, puis qu'on a des beaux sentiers à travers le Témiscamingue. Cette année, le club de motoneige du Témiscamingue fête son 40e anniversaire de fondation. Alors, ils ont formé un comité, puis je me suis retrouvée à être la présidente. Fait que pour le 40e, bien, on a organisé quelques activités. Au lieu de faire juste une fête, un souper avec soirée, on a décidé de faire des activités au long de l'hiver. Fait qu'aujourd'hui, on vit la caravane des patrouilleurs. Alors, on a demandé à chaque secteur de se rassembler puis d'amener des motoneigistes. Puis on s'est fait une belle caravane là, de au moins 40 motoneiges. Là. Ensuite, on a suivi le sentier puis on s'est envenu au petit camp à Martin-Champagne. Puis là, on a un beau petit dîner qui nous est offert là, par des commanditaires. Bien, étant donné qu'on fête un 40e, on a essayé de faire des activités que les gens faisaient là, quelques années. Mais tu sais, ça fait... Les gens qui aiment la motoneige, bien, c'est le fun de se rassembler ensemble. Tu sais, comme aujourd'hui, j'ai parlé à quelques-uns, là, puis ils sont bien contents de vivre ça. Ça leur rappelle des beaux souvenirs. Puis ici, au Témiscamingue, bien, on avait un relais au tout début, là, on appelait, à Lorrainville, c'était l'Escale. Puis les gens, bien, ils aimaient bien cette place-là, c'était dans le bois. Fait qu'aujourd'hui, ils disent, on dirait qu'on revit ce qu'on vivait à l'Escale. Puis on n'a plus même de ça, des fêtes. Avant ça, on avait les 2 semaines, mais là, on a plus grand-chose. Là. On a fait ça spécialement pour le 40e anniversaire. Bien, il faut penser que le club de motoneige, là, c'est un club de bénévoles. C'est d'abord et avant tout un club social. Puis si on va avoir une réunion d'activités pour maintenir ce club social-là, moi, je pense qu'il faut faire des fêtes, pas des fêtes, mais des rassemblements comme ça, social, où le monde peut se parler entre membres puis arriver à avoir des contacts, des projets de voyage en skidoo, ou des façons de faire du skidoo, des choses comme ça. Ça permet aux membres de communiquer entre eux. Je pense que ça fait longtemps, nous autres, qu'on voulait faire ça, mais on voulait le faire à la cabane des patrouilleurs, qui est renommée. Là. On est là, on reste quasiment là. Mais à ce niveau-là, ça aurait permis de... Premièrement, nous autres, de nous sociabiliser. Là. On n'est pas un des gros méchants qui donnent des contraventions. Là. Puis on est là pour aider le monde, toutes sortes d'affaires. J'ai déjà été de prendre une madame, sa belle de skido était sautée. Fait qu'on a été chez ça, puis on l'a ramené à bon port. Bien, ça nous rappelle des souvenirs. Parce qu'on allait on avait des caravanes avant pour aller... à tous les ans, il se faisait un festival. Mais ça a été attirant, ça, parce que c'était beaucoup d'organisations. J'ai été président du premier festival qui s'est fait à Ville-Marie, mais avant, on avait eu un festival à La Sarre. Puis ça l'emmenait beaucoup de touristes. Bien, c'était tous des gens des paroisses, mais on pouvait dire 400-500 personnes qui se ramassaient à ça. On va parler beaucoup. Vas-y. Ouais, moi, j'aime beaucoup ça. C'est excellent. C'est ma montagne, c'est là. Ben, j'ai 200 heures de montagne dans moi là. J'apprécie beaucoup ça, ça fait là. Hein? Après ça, pas à peu près. Moi, ça fait 49 ans que je viens de cette montagne-ci là. Hein? Ben, ça, c'est la limite de l'arrivée là. Puis plus à l'ouest, c'est ça, là. C'est le diamètre ouest. Puis on veut que ça reste en campagne éternellement. C'est beau, puis j'aime ça. Le 6 février dernier, TV Témis procédait au lancement du film Première conquête au Théâtre du Rift. Après le visionnement, nous avons questionné les personnes présentes pour connaître leurs premières impressions.
Pour TV Témis, les pirates, c'est une histoire d'amour depuis les tout débuts, tout comme le reste de la population d'ailleurs qui sont derrière eux. Et bon, à chaque semaine, avec les captations, les résumés de matchs qui sont préparés avec soin et beaucoup de passion par nos monteurs et notre journaliste Francis Prudhomme, on va le saluer. C'est Sylvain Marcotte, un de nos caméramans, qui a eu l'idée d'en faire un film parce que lui aussi, dès la première fois où il a été engagé pour capter un des matchs, il a attrapé la piqûre. Je pense que c'est un peu instantané quand on met les pieds dans l'aréna. Et je peux dire que Sylvain a pris vraiment soin à ce que chaque joueur ait son moment de gloire dans le film. Parce que pour lui, et pour TVT, mais aussi, l'objectif, c'était vraiment d'offrir aux pirates, à l'organisation et aux partisans un beau souvenir de cette grande aventure. Oh, c'était incroyable, là, des belles images. Là. Ça fait toujours bizarre de voir des moments qu'on a vécu entre amis, même entre frères, je pourrais dire. Là. Puis, pour vous avez fait un travail exceptionnel. Là. Puis, vraiment un grand merci. Là. Puis, dans 10 ans, quand on va regarder ça, là, on va se dire hey, c'est fou ce qu'on a vécu. Là. C'est des souvenirs à tout jamais gravés. Là. Puis, vraiment un grand merci pour ça. Écoute, c'est super bien fait. Vraiment, je pense que tout le monde, les commentaires sont excellents. Puis les gars ont l'air très, très contents. Puis je pense que les petits nouveaux qui regardent vers la prochaine coupe, ça les stimule aussi avec les séries qui s'en viennent là, très, très bientôt aussi. Là. Je te dirais, moi, tous les petits moments d'humour un peu au travers, je reconnaissais les gars, les Peters et compagnie, Blanchette. On vit ça au quotidien avec eux autres, on s'amuse tellement. La chimie est incroyable, puis on voit que ça a parti comme au début des Pirates, puis ça fait juste grandir. C'est juste vraiment, vraiment cool. Oui, c'est sûr. Là, on est là, moi, puis mettons, les autres gars qui sont là depuis 3 ans, on a revu des faces qu'on n'avait pas vu faisait longtemps dans le film. Fait que ouais, c'était le fun. Mais tout m'a touché en fait, mais c'est sûr quand la série nationale 0 contre les Ravens, puis on a gagné la coupe, ça, c'était pas mal la meilleure affaire. Pour elle, c'est vraiment incroyable. Là. Ça te fait rappeler des moments, pas que tu avais oubliés, mais tu ressens vraiment l'émotion là, que tu vivais à ce moment-là. Il y a même des moments que j'étais stressé et je le savais que j'avais gagné. Là. Écoutez, vous êtes meilleurs que les boys, mais j'ai adoré ça. Puis un bel exemple d'espérance, mais surtout l'esprit d'équipe qui ont su de réaliser qu'il fallait travailler puis se tenir ensemble. Puis j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai aimé l'énergie, j'ai aimé l'amitié entre cette équipe-là, les gars, les joueurs, le staff, les spectateurs. J'ai aimé comme la famille. C'est ça qui m'a frappé dans ce que j'ai vu à soir. C'est une famille. Si on en parle, puis je suis encore émotif. Le succès, là, ça vient nous chercher. On travaille tellement fort dans une saison, pas juste comme entraîneur, surtout les gars. Fait que quand on lève la coupe, là, tu peux pas t'empêcher d'avoir des larmes. C'est beaucoup d'émotions qui remontent. Hein? J'ai adoré le film. Sylvain a fait un job fantastique. Il y a des bouts qu'on avait oubliés un peu, que ça nous remémore ça, mais plus le film avançait, plus les émotions montaient. On voit que les gars étaient soudés solides, l'équipe est soudée solide. C'est une grande famille, les Pirates. Puis on voit que le Témiscamingue au complet nous supporte. Ils sont en arrière de nous, puis je veux dire, c'est ça les Pirates. La 51e édition du Festival du Poisson d'Anglier aura su combler les festivaliers avec une belle diversité d'activités offertes pendant l'événement. Pensons par exemple au jug curling qui a connu un achalandage record. On a commencé le vendredi 7 février avec le bingo qui a été un succès. On a eu beaucoup de monde, c'est vraiment le fun. Le samedi, on commence avec le jug curling à 11h. La cabane à poissons rouvre à 11h aussi. On a des activités pour les enfants. Mini-ferme Carlo qui est présent avec nous, qui font faire des tours de poney aux enfants. Pour le dimanche, c'est le tournoi de pêche qui commence à 11h. Mais l'importance que ça a, le Festival du Poisson pour le village d'Anglier, c'est des grosses retombées économiques, le Festival du Poisson pour notre village. Donc, c'est vraiment important que le Festival du Poisson continue. Ça prend des gens pour s'impliquer avec nous. On ne peut pas faire ça toute seule. C'est une grosse tâche, mais quand on a une bonne équipe derrière nous, là, ça va vraiment bien. Là. On sépare ça, les tâches, puis on travaille en équipe. Mais en moyenne, on vend 1600 assiettes de poissons. Cette année, on a acheté pour 2500 livres de poissons. Donc, on risque d'en vendre un peu plus. Là, on a de la belle température. Puis, à cause que le restaurant a brûlé, malheureusement, nous, on a prévu le coût. On a acheté plus de poissons là, pour
prévenir, là, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient manger du poisson au restaurant. Donc, on en a plus pour les gens qui viennent nous voir. Oui, en effet, c'est la recette familiale qu'on a adaptée pour le Festival du poisson. Donc, oui, c'est vraiment du très bon poisson, là, je peux vous le garantir. Alors moi, j'ai pris ma retraite du comité l'année passée, après le 50e. Mais cette année, je m'occupe juste du tournoi de jog. J'ai continué à m'occuper du tournoi de jog pareil. Mais j'ai été 20 ans là-dedans, puis je faisais ça pour mon village. C'est une belle activité, c'est un beau festival. Puis avec le poisson et tout, là, même si je suis dans le comité, je fais mon bénévolat pareil. Ça, là, je vais en faire jusqu'à temps que je sois plus capable d'en faire pareil. C'est important parce que c'est le comité qui gère toute l'aréna ici. C'est eux autres qui payent toutes les dépenses de l'aréna, les surveillants, toutes les réparations qu'ils ont à faire. C'est tout dû au Festival du Poisson parce que c'est le seul revenu que le comité y ont pour... en gros, c'est le gros revenu du comité sport et loisirs. C'est eux autres qui s'occupent là, de l'aréna, de la cabane à poissons, puis tout ça. Fait que les revenus servent à ça. Pour que les jeunes du village aient une patinoire pour venir patiner puis venir faire de l'activité. Environ, je dirais, une bonne quinzaine d'années. Depuis qu'il n'y a plus de pitoune, c'est du jog. Fait que ça fait au moins une quinzaine d'années, certains. C'est le fun parce que c'est sociable. C'est une gang de chums. Il n'y a pas de compétition. Un peu de compétition, mais pas trop. Puis j'en ai 28. C'est ma plus grosse année jusqu'à date. Moi, je pourrais dire qu'à tous les ans, je viens manger du poisson avec ma blonde, avec mes enfants, avec ma famille, là, avec mes chums là, depuis dernièrement. C'est un incontournable, je pense. À toutes les années, on vient, puis je pense qu'on peut pas en manquer une. Là. Vraiment, là, la base, c'est le poisson. Il est tout le temps bon. C'est une recette assez spéciale. Puis avec le fait qu'il ait amené le jug curling, bien, je pense que ça l'amène un petit peu l'aspect familial aussi, puis amical de la chose. Fait que non, c'est vraiment le fun. C'est un incontournable, comme on pourrait dire. Les arbitres de hockey de l'Abitibi-Témiscamingue lancent une campagne de sensibilisation afin de dénoncer les comportements inappropriés dont ils sont souvent victimes. Si on regarde, nous autres, de notre côté, notre campagne qu'on fait comme c'est là, c'est pour l'abus. Donc, on ne veut pas enlever l'émotion. On ne veut pas enlever, je ne veux pas appeler le chiolage habituel, là, parce que c'est pas ça. Le hockey, ça fait partie, il y a une culture du hockey que ça fait un peu partie, sauf qu'à un moment donné, il y a une ligne, tu sais, là, comme telle que là, on transgresse, puis là, ça tombe de l'abus, tu sais, là, comme tel. Nous autres, c'est là qu'on veut en venir, vraiment, là, avec notre campagne. C'est sûr que chialer après le chandail, bon, j'aime pas ça, parce que, surtout si je prends un petit officiel qui a 15 ans, 14 ans, 16 ans, je suis pas sûr qu'il va revenir. Là. Là, lui, il fait pas la différence. Là, entre celui qui va chialer après le chandail puis celui qui va chialer après la personne comme telle, c'est du chiolage, là, comme tel. Dans d'autres niveaux, bon, si je prends l'exemple de la GMHL, qu'on entend toutes sortes de bonnes choses et de mauvaises choses, parce que ça, il y a un côté full, il y a un côté un peu spectacle. Là, aussi que dans le hockey mineur, on n'a pas. Le hockey mineur, c'est sécurité, puis c'est ça le travail de l'arbitre. Là, l'arbitre n'est pas là pour donner un spectacle non plus. Dans n'importe quel, comment je pourrais dire, n'importe quel niveau, l'arbitre fait partie du spectacle, mais on ne veut pas qu'il donne le spectacle. Là non plus, c'est au joueur à donner le spectacle. Là, au bout du compte. Oui, c'est quelque chose qu'on voit à échelle variable, mais on en voit à toutes les fins de semaine. Donc, quand on regarde, on voit, là, on est dans la période actuellement dans hockey Abitibi-Témiscamingue où il y a beaucoup de tournois. C'est clair qu'il va y avoir des débordements. Il y en a eu la fin de semaine passée. On lance la campagne, c'est un peu le but de ça aussi, là, dans la période de tournoi, où est-ce que les gens tombent plus intenses. C'est clair qu'il y a des gens qui vont, bon, on espère pas trop dépasser les bornes, mais il y a toujours de l'émotion, donc on fait attention. C'est sûr qu'il y a une certaine carapace qu'on est capable de se faire, qu'on est capable de, à un moment donné, essayer de distinguer celui qui va chialer après le chandail d'arbitre versus celui qui va chialer après la personne, tu sais, là, comme tel. À un moment donné, si on fait un match que c'est intense, je ne vais pas dire que c'est un peu normal, mais c'est normal que les gens ne soient pas d'accord, tu sais, là, avec l'arbitre toujours. Puis des fois, on se trompe aussi. Tu sais, là, des fois, il y a des choses qu'on voit, on peut se faire apprendre. Des fois, il y a des joueurs qui vont jouer la comédie.
ou des joueurs ils vont nous amener, quand on tombe dans des certains niveaux comme ça, ils vont un peu nous prendre au piège, là, là, sur certaines punitions aussi. Donc, les joueurs sont intelligents, les coachs sont intelligents aussi là, quand on arrive dans des matchs comme ça. Puis, il faut qu'on redouble de prudence là, de notre côté aussi. C'est pas toujours ce qui paraît qui va être la pénalité, là, la situation. Il y a des mises en contexte, là, des fois aussi que les gens ne voient pas dans les estrades. Fait que tout ça, là, d'un côté, va nous faire que quand ça va chialer, ben bon, dire va t'acheter des lunettes, ça me dérange pas vraiment, là, là, de mon côté à moi. Mais c'est sûr, quand on passe au niveau des estrades, puis ça crie ton nom, ça sac, puis après ça, il y a des mots pas trop gentils là, qui viennent après, c'est jamais plaisant pareil. Là, ça, c'est sûr. Si on regarde, on a sorti une statistique quand on a fait là, notre préparation de notre campagne, puis on a perdu 40 % de nos arbitres depuis l'année 2000. On était environ 325, on est environ 180 actuellement, donc c'est énorme. Quand on regarde, on a un groupe élite qu'on appelle, là, nos arbitres qui vont faire les catégories 3A, 2A, 2B en midget là, dans la région. Bien, c'est un groupe de 35 officiels seulement qui va faire ça pour couvrir toute la région. Donc, ça nous cause du trouble, nous, des problèmes quand il vient le temps de céduler les arbitres, quand il vient le temps de envoyer des arbitres un peu partout aussi, parce que si j'ai des programmes midget 2B, un exemple, bien, si j'en ai un à Notre-Dame-du-Nord, j'en ai un à Rouen peut-être le même jour, je peux en avoir un match de midget espoir à Rouen en même temps aussi, un match à Amos de Bantam 3A. C'est tous les mêmes gars en même temps là, qui vont travailler ça. C'est pas toujours facile là, à régler. Nous autres, de notre côté aussi, c'est qu'on ne veut pas juste focusser sur l'élite non plus. C'est que le petit gars qui va jouer, ou la petite fille qui va jouer à tombe B, bien, son match sa fin de semaine, c'est sa récompense de la semaine, c'est sa Coupe Stanley à lui aussi. C'est pas parce qu'on est d'un niveau inférieur que c'est moins important là, de ce côté-là. Donc, quand il vient le temps d'annuler des matchs, c'est toujours achalant, nous autres, de dire, bon, ben en fin de semaine, c'est les atomes B qui passent, ou c'est les POIC qui passent, ou c'est les Bantama. Tu sais, là, on veut pas l'annuler. Tu sais, la première chose de ce côté-là, mais des fois, on n'a pas le choix par manque d'arbitre. De mon côté, j'aime ça, la passion du jeu encore. Tu sais, là, c'est toujours ça, puis c'est ça qui nous fait passer par-dessus ce qu'on peut se faire crier. Tu sais, là, aussi, puis les mauvais traitements qu'on peut avoir une fois de temps en temps. Puis sinon, grosse raison qu'on va avoir, bien, c'est le rush d'adrénaline que ça va nous donner. C'est quand même un feeling quand je prends un match midget ou un match junior, plus qu'on va monter en catégorie comme ça, on embarque sur le patinoire, puis on ne sait pas comment que ça va se passer. Là, puis cet inconnu-là, d'avoir 10 joueurs en même temps, clôturer tout le tour, on essaie de contrôler ça comme on peut, parce que les joueurs, c'est eux autres qui décident au bout du compte. Tu sais, là, je peux avoir 3 arbitres de Ligue nationale sur un match, mais si les joueurs décident de virer ça n'importe comment, ça va virer n'importe comment. Tu sais, là, quand même. Donc, c'est d'essayer de contrôler ça. C'est un défi à chaque match. Puis après ça, bien, si on ajoute 500-600 personnes dans les estrades, si on ajoute l'ambiance, si on ajoute le côté, si je prends ici les Pirates des Titans, on a des belles ambiances, on a je vais appeler ça en anglais, on a une belle vibe là, autour de cette ligue-là. Bien, faire partie de ça pour nous autres, c'est vraiment, vraiment bien. Nouvellement installée au Témiscamingue, Hélène Jaguer souhaite relancer l'improvisation en région. Pour ce faire, elle organise une série d'ateliers auprès de gens intéressés à vivre l'aventure. Alors en fait, c'est le premier atelier d'une série, il y en aura 3-4 autres. Et l'idée en fait, c'est de rassembler les gens qui ont fait de l'impro ou les gens qui ont envie de faire de l'impro, puisque le 19 février, on lance une première soirée d'impro au Simonac, et puis l'idée c'est de le faire régulièrement. Et puis en avril, il va y avoir donc un festival d'impro. Donc voilà, l'idée c'était de rassembler les troupes des improvisateurs. Alors en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est
des ateliers qui sont pris en charge, donc qui sont donnés gratuitement, mais ils sont pris en charge par la MRC du Témiscamingue, le Conseil de la Culture, qui a donné une subvention pour que les ateliers puissent avoir lieu. La subvention va s'en servir pour créer le festival, subventionner le festival et accueillir les joueurs. Mais voilà, donc du coup, en fait, le principe de l'atelier, là, ce matin, c'était déjà rencontré, parce que c'était une première, les gens qui sont venus se présenter. Puis on a fait quelques ateliers, quelques exercices d'échauffement pour créer le groupe. On a pas mal rigolé. Et puis là, on va se mettre à la deuxième partie, donc faire des impros et jouer, et puis voir, dérouiller un peu les gens. Alors moi, j'ai toujours adoré la scène. J'ai commencé à faire du théâtre quand j'avais 10 ans. J'avais joué La Rose dans Le Petit Prince. Donc là, c'est bon, j'étais piquée. Après, j'en ai fait toute ma vie du théâtre, mais plus du théâtre classique, donc avec texte. Et puis il y a 10 ans, j'ai rejoint un atelier d'impro. Et puis du coup, depuis je fais de l'impro. Donc en France, j'avais une troupe qui s'appelle Les Anonymes qui vont venir, ils vont faire le déplacement pour le festival en avril. Et puis donc avec eux, on fonctionnait en semi-pro, c'est-à-dire qu'on était quand même rémunérés pour nos prestations. Et on jouait entre 1 et 3 fois par mois. Une équipe d'une dizaine d'amis, c'est vraiment des amis. Et donc voilà, et donc moi j'adore l'impro, et quand je suis arrivée au Témiscamingue, j'ai cherché, et elle est où l'impro? J'ai pas vu, donc je me suis dit ok, j'essaye, et puis c'est cool parce que les gens ils répondent présents, donc je suis vraiment super contente. Alors tout le monde qui a envie devrait essayer. Après il y a des gens qui sont naturellement plus à l'aise devant un public, sachant qu'en atelier on n'est pas devant un public, on est entre nous, on crée le groupe, donc pour les gens qui sont par exemple particulièrement timides, ça peut être une bonne idée de faire de l'impro parce que du coup, ils s'aperçoivent que ils se mettent en danger par rapport à quelque chose qui leur fait peur. Je me mets en scène devant des gens, mais finalement, quand ils font l'expérience qu'il ne se passe rien, je ne suis pas mort, tout va bien, et peut-être que ça peut les débloquer dans quelque chose. Après, il y a des gens qui, naturellement, ils sont à l'aise comme des poissons dans l'eau sur une scène, donc là, c'est plus facile pour eux, mais tout le monde peut développer des choses pour faire de l'impro, en tout cas. C'est votre première fois en Irlande? Non, je suis d'ici, moi. C'est juste que je viens pas souvent à ce bar-ci. Normalement, je suis en face, mais il y a trop de monde. Tu sais, c'est pour ça que je viens de voir. Les Pirates ont conclu la campagne 2019-2020 à domicile contre leurs adversaires du premier tour des séries éliminatoires, les Spartans d'Almagwin. Ce reportage vous est présenté par Desjardins, fier de contribuer à la fougue du hockey au Témiscamingue. La saison s'est conclue le 15 février dernier contre les Spartans d'Almagwin. Avant le début du match, l'organisation rend hommage aux joueurs qui disputent leur dernier match en saison régulière dans la GMHL. Du lot, saluons-les Alex Peters, Alex Montreuil, Marc-Antoine Paquin et Jean-Mathieu Ouellette, qui sont avec les Pirates depuis le tout début de l'aventure et qui ont chacun, à leur façon, grandement contribué au succès de l'équipe. C'est pas un match comme les autres. Là. On était les 4-5-21 ans. On était moi, Paquin, Montreuil puis Jem, qu'on est là depuis le début. Fait que c'est sûr que ça fait chaud au cœur. Puis, c'est rien que du bonheur. C'est les 3 meilleures années de ma vie. Je ne change rien de ça pour rien au monde. Les partisans étaient incroyables pendant 3 ans. Puis si je pourrais rester toute ma vie, je le ferais. Mais à un moment donné, il faut partir. Tu sais jamais quand tu vas arrêter de jouer au hockey, puis là, ma décision est prise, puis là, j'ai compris que c'était mon dernier match en saison régulière, puis ça m'avait fait chaud au cœur. Tout le monde que j'ai pu rencontrer, que ce soit TV Témis, toi, tout le monde, les partisans, mais surtout la gang de chums que je me suis fait pour la vie, que je pogne des gars comme Terrien et Peters. Tu sais, peu importe quand je vais vouloir les voir, juste à les texter, je sais que ça va leur faire plaisir de me voir, puis d'avoir du fun ensemble. C'est un petit peu une partie de l'âme de l'équipe là, qui s'en va, mais on vient toujours à bout de la combler, cette partie-là. Mais tous les ans, on se dit « ça sera plus pareil, ça sera plus pareil ». Mais il y a toujours des gars qui viennent remplacer ça. Mais c'est sûr qu'on a développé quelque chose avec ces joueurs-là là, qu'on va toujours se rappeler. Là. Puis eux aussi vont toujours se rappeler de ça. Là. C'est un autre passage, mais ils vont toujours rester dans le cœur des Pirates. Là. C'est David Gabriel Côté qui lance le bal avec le premier but de la rencontre à 14-26 de la première période. Environ 1 minute plus tard, Alex Peters lance et compte en avantage numérique pour faire 2-0 en faveur des Pirates. Solide prestation en début de match pour le gardien des Pirates, Jean-Mathieu Ouellette, qui se dresse devant les attaques répétées des Spartans.
Avec moins de 5 minutes à faire au premier engagement, les Spartans réduisent l'écart à un but avant de créer l'égalité avec 13 secondes à faire en première période. C'est 2-2 après 20 minutes. Bon début de deuxième pour les Pirates, alors que dans un premier temps, Arnaud Chauny est frustré d'un arrêt du bloqueur après une belle descente. Puis, c'est au tour du duo Rivet et Etier de menacer le filet d'Almagouine. En milieu de période, les Pirates bénéficient d'un avantage numérique de 2 joueurs, mais seront incapables d'en profiter. Pire encore, les Spartans marquent alors qu'ils ont toujours un joueur au cachot. Par la suite, tout s'écroule pour les Pirates dans cette période. À sa sortie du banc des pénalités, le joueur d'Almagouine décampe pour marquer. Puis, un troisième but sans réplique chasse le gardien Ouellette du match. Et ce n'est pas terminé, car Almagouine marque un 6e but. C'est 6-2 Almagouine après 40 minutes. Alex Peters démontre une fois de plus son grand leadership en commençant la 3e période avec un bon coup d'épaule. Un jeu qui semble fouetter ses coéquipiers qui réduisent l'écart peu de temps après sur le but de David Gabriel Côté. Peters montre les dents à son tour en milieu de période, toutefois sans résultat. Les Pirates retirent leur gardien en fin de match. Par contre, la stratégie ne s'avère pas payante car c'est plutôt Almagouine qui marque un 7e but dans le filet abandonné. Les Pirates terminent donc la saison avec une fiche de 29 victoires, 10 défaites, bon pour 61 points. En première ronde des séries éliminatoires, les Pirates se mesureront aux Spartans d'Almagouine dans une série 2-3. Nous avons profité de la fin de la saison pour en faire le bilan. C'est sûr que la fin de saison, ça peut être décevante dans une façon, mais les gars, on garde toujours le moral, on garde toujours le positif dans tout ça. Qu'est-ce qu'on a? On comprend le pourquoi qu'on n'a pas gagné nos derniers matchs. C'est ça qui est important. Puis là, on travaille. Ça, c'est fini. Les 42 matchs sont finis. Là, on recommence une nouvelle saison qui est les séries. C'est celle-là qui est importante. Hein. Bien, on a eu une équipe complètement différente de l'an passé, plein de talent. Et puis, c'est sûr que ça va transparaître dans les séries qu'il y a du talent dans cette équipe-là. Mais on a eu un petit peu une saison semblable à l'an passé. Des hauts, des bas. Mais on l'a fini un petit peu... J'étais un petit peu déçu de la façon qu'on l'a terminé. Là. Les 4 derniers matchs ont été plus ordinaires, comme on peut dire. Mais ça fait rien. J'aime autant un creux de vague là qu'un dans les séries. Fait que je pense que les gars vont être capables de prendre les séries solides. Ben oui, je pense qu'ils vont sortir fort parce que le Magouine, c'est pas compliqué. C'est qu'ils nous ont eu un peu en nous brassant. Puis là, ce soir, on l'avait pris un petit peu à légère. Puis parce que c'est un match, dans le fond, qui comptait pas. Parce qu'on avait notre position assurée. Donc, je pense que là, jeudi, on joue à domicile. Les gars vont être prêts. Puis ce soir, il manquait beaucoup de joueurs aussi. Il faut se dire ça. Là. Mais je pense que les gars vont être prêts. Puis ils ont eu les leçons là, dans les derniers matchs. Là. Desjardins est fier de vous avoir présenté ce reportage des Pirates de Ville-Marie. Desjardins, là pour contribuer au mieux-être des individus et des collectivités.